L'équipe n'a que 5 mois pour réaliser le rêve de tout prisonnier. Démolir une prison réputée inviolable. Je vous souhaite une bonne journée, sans problème. La démolition se déroulera en 3 étapes. Première étape, la préparation de la démolition. Des opérations techniques qui vont du démontage des équipements au retrait des matériaux dangereux. Deuxième étape, démolir les 3 bâtiments en béton armé à l'excavatrice jusqu'à ce qu'ils aient entièrement disparu. Il ne restera plus alors qu'à s'occuper des miradors et à évacuer les gravats. Avec ses 17 ans d'expérience dans la démolition, Joel pensait avoir tout vu. Mais c'était sans compter sur ce nouveau chantier. Je n'ai jamais été en prison, ce sera la première fois et la dernière, j'espère. En tant que chef de chantier, Joel doit connaître la prison comme sa poche. Les endroits où le bâtiment est le plus solide, comme ceux où il est le plus vulnérable. Autant d'informations que Greg Bartkowski, l'ancien directeur de la prison, devrait pouvoir lui fournir. Dans ce quartier cellulaire, nous avions 68 détenus, 2 par cellule. Et de l'autre côté, la même chose, 68 détenus. Et c'est ici, dans ce quartier cellulaire, qu'ils passaient l'essentiel de leur temps. C'est ici qu'ils mangeaient, qu'ils dormaient? Oui. Nous avons dû rajouter ces barreaux pour éviter que les détenus se poussent dans le vide ou essaient de faire tomber les surveillants. Donc on a fait souder ces barreaux qui ont une hauteur d'un peu moins d'1 mètre dans le plafond pour éviter que ça se produise. Si ces barreaux sont particulièrement solides, ce n'est rien comparé aux cellules. Ça, c'est du parpaing renforcé avec des barres de métal enveloppées dans du béton. Vous aurez peut-être un peu de mal à passer au travers. Et côté extérieur, ce ne sont pas les obstacles qui manquent non plus. Il fallait escalader la clôture intérieure, donc passer par-dessus le rouleau de fil de fer barbelé installé au sommet. Bref, la maison d'arrêt de Riverfront n'est pas réputée inviolable pour rien. Si sa démolition ne va pas être facile, la sécurisation du site risque de l'être plus encore. Joel va devoir veiller à en interdire l'accès aux enfants qui seraient tentés d'y voir un nouveau terrain de jeu, comme aux cambrioleurs alléchés par les matériaux entreposés sur le chantier. Il va devoir interdire l'accès à un site d'où on ne pouvait autrefois s'échapper. L'impressionnante clôture d'enceinte devrait l'y aider. Mais elle aussi va devoir disparaître. C'est une prison, c'est un peu différent. Il va falloir s'adapter, ce sont des bâtiments pas comme les autres. Et puis, il y a le matériel qu'il va falloir surveiller. Les puissantes machines dont lui et ses hommes vont avoir besoin pour la démolition. Comme celle qui va servir à faire tomber les miradors, l'excavatrice Liebherr 954. Son bras hydraulique permet de travailler à une hauteur de plus de 18 mètres. La Komatsu WA430, une chargeuse sur pneu pour déplacer et trier les gravats. Cette machine de 20 tonnes est équipée d'un godet dont les dents en acier font 30 cm de long. Et, cerise sur le gâteau, des chargeuses compactes, de petites machines très maniables qui n'auront aucun mal à se glisser entre les bâtiments cellulaires. Bref, du lourd, du méga lourd. Avec des accessoires, en veux-tu, en voilà. La pression est à combien? Des moteurs de 326 chevaux. Et un concasseur de béton de 42 tonnes. Tu penses qu'on aura fini d'ici une demi-heure? Et ce ne sera pas de trop pour venir à bout de la mission qu'on leur a confiée. Car la prison de Riverfront, ce n'est pas un seul bâtiment, mais des dizaines de constructions. Les bâtiments cellulaires, 4 énormes miradors,
une bibliothèque, une chapelle et une salle de sport. Les machines commencent à arriver. Le coup d'envoi des travaux n'est fixé qu'au lendemain, mais tout doit être prêt pour pouvoir débuter à la première heure. On va partir du haut et on descendra progressivement. Mais c'était sans compter sur la météo. Une violente tempête fait rage toute la nuit, recouvrant la prison de plusieurs centimètres de neige. Salut les gars. Bonjour. Première chose, la neige. Il fait très mauvais. La neige complique les choses. C'est un gros problème pour nous, la neige. Mais Joel a des délais à respecter et une prison à démolir. Il va donc falloir commencer par enlever la neige. Alors, première opération, déblayer la neige dans les allées. Tout le monde se met au travail. Heureusement, ce ne sont pas les pelles qui manquent. Et celles-ci sont impressionnantes. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les murs extérieurs sont les premiers à tomber. À l'intérieur, une équipe spécialisée dans la récupération se met en quête de tout ce qui peut être recyclé. Car contrairement aux apparences, certains matériaux ici peuvent rapporter gros. Et il semblerait que Greg Nichols, un des membres de l'équipe, ait décroché le jackpot. Il a découvert du cuivre, le plus cher des métaux communs. C'est la salle du groupe électrogène, donc tout le cuivre arrive ici. Sous forme de fils électriques cachés à l'intérieur de ces câbles. On commence par découper les conduits et les câbles pour pouvoir tirer dessus avec la machine qui est à l'autre bout. Le cuivre s'échange actuellement à 4 € le kilo. Alors autant le récupérer. En ces temps difficiles, c'est toujours ça de gagner pour l'entreprise. On retire ensuite tous les matériaux dangereux qui ne peuvent être recyclés. Comme le verre de ces portes de cellules. Il y a toujours le risque que quelqu'un se coupe, alors on préfère découper la vitre bien proprement et s'en débarrasser. Ces ampoules contiennent du mercure, qui lui aussi va devoir être collecté et dirigé vers des installations de traitement appropriées. Si l'éclairage intérieur a visiblement fait son temps, des tas d'objets laissés sur place peuvent encore prétendre à une seconde vie. Ils vont pouvoir être revendus à des centres de collecte comme celui d'Harrisburg, en Pennsylvanie. Pour Rick Berger, l'assistant administratif du centre, chaque nouvel arrivage réserve son lot de surprises. Ce sont des caméras de surveillance qui viennent d'une prison. Elles sont plus toutes jeunes. Elles doivent dater de l'époque où Al Capone essayait de se faire la belle. Ça, ce sont des projecteurs qu'on braquait sur les prisonniers qui tentaient de s'évader. J'ai aussi des casques anti-émeutes. Alors, est-ce que c'est la bonne taille? On rabat la visière. Très saillant pour une convention Star Wars. Il a aussi toutes sortes d'appareils électroménagers. Je pense que c'est une machine à baigner. Ça devait appartenir à des services de police. Il n'y a qu'eux pour aimer autant les beignets. Il y a même du matériel de sport. Il est pas mal, en fait. Et des tas d'autres accessoires en provenance de maisons d'arrêt. Alors là, on a le Nec Plus Ultra. Des toilettes qui viennent d'une prison et qui ont apparemment bien servi. Tout ce qui arrive ici trouve acquéreur. Même s'il faut sacrifier les prix pour les objets les plus personnels. On avait déjà reçu des vêtements en provenance de maisons d'arrêt, mais on n'avait encore jamais reçu des choses aussi personnelles que des sous-vêtements. Ça, c'est vraiment une grande taille. Hein. 52-54, la vache.
Comme certaines plaques d'immatriculation aux États-Unis, ces sous-vêtements ont été fabriqués par les détenus eux-mêmes. Pas mal de prisons fabriquaient leurs propres articles, et là, ça vient de Big House Products. Si les criminels l'ont depuis longtemps déserté, la maison d'arrêt de Riverfront reste un endroit dangereux. Ces bâtiments sont bourrés d'amiante. Un ennemi silencieux qui, ici, se cache derrière chaque brique. Très résistant à la chaleur et aux agressions chimiques, l'amiante est devenu un matériau de construction très populaire à la fin du 19e siècle. Mais ce matériau est aussi très toxique. Quand on démolit ces vieux bâtiments, la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air est telle que l'inhalation de ces particules microscopiques peut être à l'origine de maladies extrêmement graves pouvant entraîner la mort. Il va donc falloir désamianter entièrement la prison avant de pouvoir les démolir. On continue par où pour le désamiantage? Alors, Joel Rojas n'en est pas à son premier chantier de désamiantage. là, il y en a plein. Mais c'est la première fois qu'on lui demande de désamianter le sol d'une chapelle. J'aurais pas pensé à la chapelle, mais ils en mettaient partout, alors pourquoi pas ici? Mais quel que soit l'endroit où il se trouve, l'amiante est toujours très dangereux à retirer. On estime à 10 000 par an le nombre des victimes de l'amiante aux États-Unis. Le travail de confinement de la zone ne peut se faire sans combinaison étanche et masque avec assistance respiratoire. Mais la chapelle n'est pas le seul bâtiment à traiter. De l'amiante, il y en a derrière chacune des briques de chacun des murs de la prison. Ça, c'est la brique qu'on retire en premier. Et juste derrière, il y a le polystyrène. Et ça, la partie noire qui constitue ce que nous appelons la barrière de vapeur, c'est l'amiante. C'est noir. Démanteler les bâtiments pourrait être relativement simple. Mais 90% des déchets de démolition doivent être recyclés, donc désamiantés. Il va donc falloir commencer par retirer les briques extérieures, déshabiller le mur de sa première couche de briques pour isoler l'amiante et récupérer ensuite les briques. Aujourd'hui, on va commencer par déshabiller les murs extérieurs des bâtiments cellulaires du bloc C. Déshabiller un mur demande beaucoup d'expérience et de savoir-faire. Joel fait donc appel à l'opérateur le plus qualifié de son équipe, Léo Diaz. Bon, Léo, aujourd'hui, on va commencer par retirer les briques extérieures de ce mur-là. Ok. On va partir du haut et on descendra progressivement le long du mur. Là aussi, j'enlève, hein. Bon, on va pouvoir se débarrasser des briques non contaminées. Les briques non contaminées sont rassemblées avant d'être recyclées sur place. Léo s'attaque maintenant à la couche d'amiante.
On pulvérise de l'eau sur les murs pour limiter les émissions de poussière. À ta droite maintenant. Arrache aussi de ce côté-là. 2 semaines plus tard, le premier bâtiment cellulaire est entièrement désamianté. On va pouvoir passer à la deuxième étape, la démolition du bâtiment. Il va y avoir de la casse aujourd'hui. Trois mois après le début des travaux, Joel Rojas et ses hommes sont finalement venus à bout de la neige et de l'amiante. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on s'attaque au bâtiment cellulaire. On va commencer par celui du fond. On partira de la partie centrale et on commencera à faire tomber le deuxième étage. C'est clair pour tout le monde? Mais avant de pouvoir se lancer dans la démolition, il faut d'abord évacuer les premiers gravats. Il y a des briques, du béton et du métal. Ils ont aussi trouvé du cuivre, le plus cher des métaux communs. Avec un objectif de recyclage de 90% à atteindre, on comprend que la vente du cuivre soit une source de revenus non négligeable pour l'entreprise qui emploie Joel. Ça, c'est un bon exemple. Du cuivre propre. On essaie d'en obtenir le meilleur prix. On voit qui peut nous en offrir le plus et on vend au plus offrant. Le cuivre rejoindra bientôt un centre de recyclage comme celui de Cambridge Lee Industries à Reading, en Pennsylvanie. Jared Ramsberg, le directeur des opérations, supervise la transformation des vieux métaux en tuyaux de cuivre flambant neufs. Ça, c'est un tuyau en cuivre, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est vieux, usé, ça a l'air juste bon acheté. Mais pour nous, c'est aussi précieux que de l'or. Les déchets de cuivre sont chauffés à plus de 1200 degrés dans un fourneau pendant 8 heures. Ce fourneau a une soixantaine d'années. C'est pas ce qui se fait de plus récent, mais c'est très efficace. Quand le cuivre a entièrement fondu, on brise le couvercle en argile réfractaire du fourneau. Le cuivre fondu se déverse dans un creuset, lui-même maintenu à haute température pour permettre au cuivre de rester à l'état liquide. Le cuivre est ensuite coulé dans des moules verticaux. Résultat, un tube de cuivre de 9 mètres de long que l'on découpe ensuite en morceaux plus petits appelés billettes. Là, on est à mi-chemin. On a fait les 21 premiers kilomètres du marathon. Après, on entame l'étape finale du processus de recyclage. Ces pièces de 630 kg sont acheminées jusqu'à l'atelier où on élabore le produit final. C'est là qu'elles sont fondues et mises en forme. Les billettes passent dans la presse à extrusion. Et quand elles en sortent, qu'elles ont été chauffées à la bonne température, on peut leur donner la forme que l'on veut. Pour les rendre malléables, elles sont à nouveau chauffées à 1010 degrés. Elles sont transformées en tubes de 80 mètres de long qui sont ensuite refroidis dans de grandes cuves d'eau. Ce cuivre est pratiquement prêt à partir. Un dernier passage dans la presse et on obtient toutes sortes de produits finis, comme ces tuyaux en cuivre. Ce qui est arrivé sous forme de déchets pourra être réutilisé pour équiper la maison du voisin. Mais revenons à notre démolition et à celle des bâtiments cellulaires plus précisément. Joel garde un œil inquiet sur le ciel. On devrait avoir jusqu'à 30 cm de neige par ici. Joel a beau être chef de chantier, il est comme tout le monde face à la météo. Il s'adapte. Les premiers flocons commencent à tomber. Joel et ses hommes se hâtent pour préparer l'effondrement contrôlé du bâtiment cellulaire. Ils ont déjà déshabillé les murs extérieurs.
Ils doivent maintenant affaiblir les piliers porteurs de la structure pour que le bâtiment puisse s'effondrer. Encore faut-il pouvoir y accéder. Les piliers sont répartis à l'intérieur du bâtiment et recouverts de béton armé. Les matériaux utilisés pour faire de la prison une forteresse n'ont visiblement pas dit leur dernier mot. Morceau après morceau, l'opérateur de l'excavatrice avance progressivement vers l'intérieur du bâtiment, ramenant à chaque fois une montagne de gravats dans son sillage. Et avec la neige, le travail est encore plus difficile que d'habitude. La visibilité est pratiquement nulle. Les conditions sont tellement mauvaises que le travail n'avance pas. Et le temps se détériore encore. Plus de 180 000 personnes ont été privées d'électricité en Pennsylvanie, 91 000 dans le sud du New Jersey et plus de 34 000 dans la seule ville de Baltimore. Nous ne saurions donc trop vous conseiller de rester chez vous. L'alerte aux tempêtes de neige a été levée ce soir, mais les bourrasques de vent et de neige qui continuent de souffler rendent les conditions de circulation extrêmement dangereuses. La neige continue de tomber sur le chantier. Mais Joel ne peut se permettre d'arrêter les travaux. Il a des délais à respecter. Et Mike Schiavone connaît la chanson. On va déblayer toute la neige et après on commencera à démolir le bâtiment. Joel doit évaluer le travail de préparation avant de pouvoir passer à la démolition du bâtiment. L'excavatrice a fait l'essentiel du travail, mais il reste encore quelques piliers porteurs. Il faut les faire tomber dans un ordre bien précis. Mais le poids de la neige risque de changer la donne. Et le bâtiment pourrait bien s'effondrer prématurément sans que personne ne s'y attende. Il ne faudrait pas que les machines soient encore en dessous quand le bâtiment s'effondrera. Joel donne finalement l'ordre de faire tomber les derniers piliers. Vas-y, tu peux tout démolir. Le bâtiment s'est partiellement effondré. Mais la démolition ne fait que commencer. Il reste encore des dizaines de murs de béton à démanteler et la neige est toujours de la partie. Joel Rojas, chef de chantier, est responsable de la démolition de la maison d'arrêt de Riverfront. Mais il est aussi responsable du recyclage des déchets de démolition. Notre objectif de recyclage est d'au moins 90%. De tous les déchets de démolition, l'acier est le champion du recyclage. Une fois fondu, il peut être réutilisé à l'infini. Et sur ce chantier, il y a 3 types d'acier à récupérer. Il y a ce qu'on appelle la tôle. On a l'acier de type P et S, l'acier non allié pour la construction et les ferrailles lourdes. Chacune de ces catégories correspond à une qualité d'acier. Inférieure, moyenne et supérieure. À midi, des tonnes de ferrailles lourdes sont en route pour l'usine de recyclage d'Evras Clement Steel dans le nord du Delaware. Cette usine ne produit pas d'acier neuf, elle ne fait que recycler les ferrailles. Mais elle n'accepte pas n'importe quelle ferraille. La moindre trace de radioactivité
pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'entreprise. Et Ken Schuller, le responsable de la réception des ferrailles, contrôle chaque arrivage avec soin. Quand un camion arrive, avant la pesée, il passe entre deux détecteurs qui mesurent toutes sortes de radiations. Il détecte les particules alpha, comme celles émises par le radon, jusqu'au rayonnement gamma. Il ne faudrait surtout pas qu'on ait de substances radioactives dans le fourneau. Ce serait un véritable cauchemar environnemental. Pour Ken, c'est une journée tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ce tas-là correspond à environ 2000 tonnes. C'est ce qu'on reçoit à peu près tous les jours. Mais Ken n'a pas uniquement besoin d'acier non contaminé pour ses mélanges de métaux. Ça, ce sont des résidus de filetage qu'on récupère d'ateliers d'usinage de la région. On met ça au fond des godets pour éviter qu'ils s'abîment. Ça amortit les chocs quand on déverse les ferrailles plus lourdes. Chargées sur des wagons, les ferrailles sont acheminées jusqu'au centre de traitement. T'as pratiquement fini, non? À l'intérieur, une grue aimantée transvase les résidus de filetage et la ferraille dans des godets. C'est à Randolph Harris que revient la charge de mettre le four en marche. On va faire fondre la ferraille. On va utiliser ces 3 godets, ce qui nous permettra d'obtenir un total de 145 tonnes d'acier. Cela fait plus de 30 ans qu'il travaille dans la sidérurgie. Autant dire qu'il a eu le temps de mettre sa recette au point. On verse la ferraille dans le four. On rabat la coupole. On allume. Les électrodes descendent. Et 5 minutes après, quand on allume et que l'oxygène arrive, ça fait boum. Vous allez en voir des étincelles. Pour allumer le four électrique, Randolph et ses collègues vont envoyer à 3 reprises une forte tension électrique à l'intérieur du four. On en est où, là? À la première. 3 électrodes en graphite descendent de la voûte du four et s'approchent de la ferraille. La tension fait alors jaillir un arc électrique. La température engendrée par l'arc, qui atteint les 1700 degrés, fait fondre le métal. Là, on est en train de vidanger le four. Vidanger le four, c'est déverser le métal liquide dans une poche de coulée. Ici, 145 tonnes de métal en fusion. Faites pas ça tout seul chez vous, hein? La poche de coulée est ensuite transportée mécaniquement du four de fusion au moule. « 75 minutes plus tard, il en ressort une brame d'acier de 25 cm d'épaisseur qui pèse non moins de 29 tonnes. La brame est découpée en morceaux de 7 mètres de long par oxycoupage, un système de torche dont la flamme atteint 1500 degrés. Chaque brame est marquée avec une peinture à base d'huile qui permettra de l'identifier.
Les brames sont ensuite empilées les unes sur les autres en attendant d'être découpées. La brame est finalement réchauffée. Puis amincie par écrasement progressif entre les cylindres du laminoir. Jusqu'à ce qu'on obtienne le produit fini, des tôles d'acier. Ça, c'est le produit fini. C'est ce que nous fabriquons. De l'acier qui servira sans doute à faire un pont quelque part. Cet acier recyclé, fabriqué à partir de ferrailles comme celles récupérées sur le chantier de démolition de la prison, va effectivement servir à la construction d'un pont à McLean, en Virginie. Cette fois, l'acier a été transformé en poutres qui constitueront l'armature du pont. Plus on recycle, plus on réutilise des matériaux qui ont déjà été fabriqués, plus on fait d'économies. C'est logique. Une fois terminé, ce pont accueillera près de 20 000 véhicules par jour. Tout ça grâce à l'acier issu de la filière recyclage. Pendant ce temps, sur le chantier, Joel et ses hommes viennent à bout du dernier bâtiment cellulaire. Du calme, Léo, t'emballe pas. Le travail est maintenant suffisamment avancé pour pouvoir passer à la dernière étape. Faire tomber les miradors. Pendant 25 ans, 4 miradors ont permis de surveiller les détenus de la maison d'arrêt de Riverfront. 4 miradors en béton armé d'une hauteur de 7 étages, répartis de manière stratégique sur l'ensemble du site pour que rien n'échappe aux gardiens. Avec la démolition des bâtiments cellulaires, le site est maintenant suffisamment dégagé pour qu'on puisse faire tomber les miradors. Et l'opération ne va pas être simple, puisqu'il s'agit de faire tomber chaque mirador à un endroit bien précis. C'est le premier qu'on va faire tomber, mais j'imagine qu'au moment où il s'écrasera sur le sol, il va y avoir des projections de gravats tout autour. Alors avant de le faire tomber, je veux être sûr qu'il n'y ait personne à proximité. 2 excavatrices vont être nécessaires pour faire basculer le mirador. Après avoir fragilisé les pieds du mirador à l'aide d'un marteau hydraulique, Joel et ses hommes vont tirer d'un côté avec une excavatrice et pousser de l'autre pour le faire tomber. Mais avec le froid qu'il a fait ces derniers temps, mieux vaut d'abord s'assurer du bon état de marche des machines. Et rien de tel qu'un bon graissage pour garantir la longévité des roulements. Il faut éviter les contacts métal-métal. Et en lubrifiant, on diminue tous ces frottements. L'excavatrice est équipée d'un moteur de 326 chevaux. Et il va falloir au moins ça pour faire tomber le mirador. Robert Ziegefuss, lui, se charge de monter le marteau hydraulique sur la 2e excavatrice. Bélier, briseur, marteau hydraulique, marteau brise-roche. Il y a des tas de noms pour désigner cet accessoire. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, son seul intérêt, c'est sa puissance de choc. C'est toute la machine qui vibre quand ça tape. exactement ce qu'il va leur falloir pour briser les pieds en béton du mirador. Après un dernier graissage et un petit tour d'essai, l'excavatrice semble piaffer d'impatience. Elle est prête, elle est prête. Prête à tout démolir. Mais le mirador, lui, n'est pas tout à fait prêt. Il y a de l'amiante derrière les briques extérieures. De l'amiante qu'il va falloir retirer avant de faire tomber le mirador. On pulvérise de l'eau sur les murs pour limiter les émissions de poussière.
Après avoir enlevé les briques, Léo arrache la couche d'amiante et la mousse de polystyrène qui la maintenait en place. Quelques heures plus tard, le Mirador est déshabillé et complètement éventré. On va pouvoir le démolir. Joel et ses hommes se servent de la plateforme hydraulique pour fixer les câbles au sommet du Mirador. Quand tout sera fixé, on pourra commencer à attaquer les pieds au marteau. L'autre bout du câble est accroché à l'excavatrice de Mike. Tout est maintenant fin prêt. Au volant de l'excavatrice équipée du marteau hydraulique, Léo s'attaque au pied du Mirador. C'est un travail de grande précision. Si Léo n'y va pas assez fort, le Mirador ne bougera pas. S'il y va trop fort, au mauvais endroit, le Mirador risque de s'effondrer sur lui. Le Mirador est maintenant en équilibre instable. Il ne reste plus qu'à tirer un peu pour le faire basculer. Mike fait marche arrière et le câble se tend. Un dernier petit coup d'excavatrice et tout le monde retient sa respiration. C'est bien, Léo, c'est bien. Mission accomplie. J'avais encore jamais mis un truc aussi énorme par terre. Je suis vraiment content. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de blessés. C'est le plus important. Plus que 3 à faire tomber. Mais les Miradors restants n'ont pas dit leur dernier mot. Mais l'emplacement du dernier Mirador complique sérieusement les choses. Il fait partie de la clôture d'enceinte, ce qui veut dire qu'une fois à terre, il laissera la place à une ouverture béante dans la clôture. L'équipe va donc devoir faire tomber le Mirador et refermer la clôture avant la tombée de la nuit. Le site doit être sécurisé. Il faut à tout prix qu'on ait remonté la clôture avant ce soir. Que le site soit sécurisé avant qu'on parte. Ces hommes savent ce qu'ils ont à faire. Fixer les câbles. Attaquer les pieds au marteau hydraulique. Et enfin, tirer. Le Mirador tombe sans difficulté. Impeccable. Mais la clôture leur donne du fil à retordre. Vous avez vu la taille du trou? Il faut que ce soit bouché avant ce soir. Je ne sais pas comment on va faire parce qu'il est déjà tard. Mais le temps manque. Heureusement, Joel a trouvé une solution provisoire pour la nuit. Des rouleaux de fil barbelé. Ça devrait suffire pour sécuriser le site. Les Miradors sont à terre et la clôture refermée. Mais il va encore falloir déblayer les gravats.
dont 9000 tonnes de béton que le nouveau propriétaire du site va réutiliser. Mais ils ont le bon outil pour ça. Et on peut difficilement parler de vocation contrariée. J'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petit, déjà, je voulais toujours tout casser. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Sous l'œil attentif de Frank, une chargeuse déverse les morceaux de béton dans la gueule du concasseur. Grâce à un dispositif d'alimentation vibrant, les matériaux sont séparés et alimentés de manière uniforme dans la mâchoire qui les concasse avec une pression de travail de 350 kg par centimètre carré. Un déferrailleur, un puissant aimant disposé au-dessus du convoyeur principal, permet de retirer tous les métaux qui auraient échappé aux opérateurs. Des petits morceaux de bâtiments qui autrefois abritaient des détenus et qui bientôt vont servir au réaménagement des berges du fleuve. Quelques mois plus tard, la prison de Riverfront a entièrement disparu. Le site est prêt à accueillir un nouveau projet. Joel et son équipe ne savent pas encore ce qui a été décidé. Mais quels que soient les bâtiments qu'on y construira, ils seront toujours partants pour les démolir. Vous construisez, nous on casse.